Bonjour tout le monde, Carlo Coccaro avec vous et cette semaine à l'école, on parle des élèves à besoins particuliers. Les élèves EHDAA, élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, qui représentent près de 25 de tous les élèves du réseau. Donc, c'est des élèves qui sont nombreux, il faut les accompagner, mais ça met une charge très, très grande sur les acteurs du réseau. Alors, on se pose la question avec mon co-animateur Régis Royer, est-ce que le système actuel tient encore la route ou est-ce qu'il faut le repenser ou le réinventer? Et en entrevue de la semaine, on a Farnel Morisset, influenceur, mais ingénieur, avocat, qui publie aussi une tonne de capsules vidéo sur le droit, la politique et l'économie avec ses 170 000 abonnés, qui nous propose des solutions concrètes pour améliorer le système. Sans plus attendre, allons trouver Gide avec notre revue de l'actualité. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents. De l'intimidation aux troubles d'apprentissage, en passant par le temps d'écran, chaque enfant a ses défis. Avec les parcours parents, les experts et expertes les plus reconnus sont en ligne pour mieux vous outiller à la maison. Les détails sur aidersonenfant.com. Et Gide Royer, merci d'être là. Ça fait plaisir. Comment ça va, Carlo? Ça va très bien. Ça va vite. Beaucoup de choses qui se passent. Puis le début de l'année scolaire, de septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre, avec la première communication, fin novembre, les bulletins, c'est toujours une grande effervescence, mais ça va très bien. Toi, comment ça va? Moi, ça va très bien aussi, là. On continue à préparer des choses, des conférences et des séminaires là, qui s'en viennent, là. Le mois d'octobre va être assez chargé. Ah oui, hein? Et je te vois beaucoup dans les médias aussi, là. Tu nourris beaucoup d'articles à gauche et à droite de plusieurs journalistes. Bravo pour ça. Oui, c'est ça. Il y a des demandes, là. Il faut dire que les recherchistes m'aiment beaucoup. J'ai des dossiers assez complets sur certains sujets et souvent, je les dépanne là, en disant, quand c'est pas moi, je le réfère d'autres personnes. Mais sais-tu quoi? Ce que j'aime de tes prises de position, Égide, puis c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de faire partie du balado, c'est que tu vas au-delà des lignes de parti, au-delà des politiques, puis tu as une vision centrée sur l'élève. Qu'est-ce qui est bon pour l'élève, même si ça choque, même si c'est dérangeant, même si c'est contre une récente décision syndicale ou gouvernementale? Donc, bravo pour ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en éducation qui font ça. Oui, c'est parce que c'est le rôle. Mon opinion personnelle n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais que je puisse témoigner de ce qu'on sait des pratiques exemplaires ou du portrait ou de la réalité en éducation et des pistes qui s'apparaissent pertinentes. Donc, il y a un aspect de témoignage là, de l'état des connaissances ou des pratiques là, que j'essaie de faire de mon mieux. Ben, parlant d'actualité, de nouvelles et de journalistes, est-ce que quelque chose qui a attiré ton attention cette semaine, Égide? Ça attire mon attention déjà depuis un bon bout de temps. J'ai passé une demi-heure encore récemment avec un journaliste du Devoir qui a publié il y a quelques jours toute la situation des bris de service. Et puis, simplement pour te donner brièvement la situation, 2021, j'avais 1481 jeunes en bris de service. Bris de service, c'est que le jeune a des handicaps, des difficultés telles qu'on le retourne à la maison avec minimalement de service ou pas de service du tout. Donc, on est passé de 15 stages arrondis à 2500. Les derniers chiffres étaient 3417 jeunes en bris de service. Et ça, c'est des jeunes qui présentent des situations de handicap ou de difficulté. Donc, tu prends ce nombre de jeunes-là sur l'ensemble des jeunes dits handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, identifiés handicapés, c'est un 2 Ouais. c'est pas loin de 2 des jeunes en bris de service le printemps passé, ce qui est totalement inacceptable. Donc, je réfère nos auditeurs à cet article-là du Devoir qui fait un portrait d'une situation qui va en s'empirant de toute évidence. De mon côté, Gide, il y a une nouvelle qui a attiré mon attention, c'est la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, qui a changé une récente politique, un changement au règlement de son prédécesseur, le règlement initial disait que les enseignants allaient devoir être évalués à chaque année, au lieu de à chaque 2 ans, comme ce l'est un peu actuellement, pour revenir à la politique précédente d'une évaluation aux 2 ans. Euh, ce qu'on voit en lisant l'article et les réactions à l'article sur les réseaux sociaux et ce que la journaliste a mentionné, ben, les directions d'école sont contentes. Elles sont déjà en surcharge. Donc, évaluer à chaque année était, selon ces personnes-là ou les associations qui les représentent, trop. Les syndicats sont contents aussi parce que de toute façon, c'était comme ça avant et ça allait bien. Moi, ma position là-dessus, Égide, là, elle est claire. Une évaluation, quand c'est bien fait, tout le monde en sort gagnant. Mhm. La personne évaluée, elle est contente de la rétroaction constructive qu'elle reçoit parce que ça la rend meilleure, ça la rend plus outillée, plus soutenue. Quand tu es bien évalué, tu te sens soutenu. La personne qui évalue et qui encadre, ben, elle fait bien son travail aussi. Puis évidemment, l'élève, en bout de ligne, il en sort très gagnant. De dire qu'on va évaluer les enseignants aux 2 ans, OK, parfait, mais faites-le vraiment bien. Parce que, puis là, moi, je suis marié à une enseignante, j'aime les enseignants, mais j'aime les enseignants compétents. Les enseignants incompétents, je les aime pas tant. Je trouve qu'ils ne devraient pas être dans les classes à
à côtoyer des élèves au quotidien. Puis des enseignants qui crient contre les enfants, qui ne sont pas à leur place dans les écoles, il y en a dans chaque école. Puis je ne veux pas généraliser, c'est pas comme s'il y en a, c'est 30 des enseignants, c'est pas ça. Mais il y en a au moins un par école ou une par école qui n'est pas à sa place. Mais ils sont là, bon an, mal an. Il y a des cas extrêmes comme l'école Bedford, il y a l'autre prof là, à Saint-Eustache, je pense, qui a été là pendant des années. Tout le monde savait qu'elle criait contre les enfants et qu'elle n'était pas gentille, puis elle restait là. C'est pas de dire, de faire semblant qu'on fait une fausse évaluation avec 10 cases à cocher que ça va changer les choses. Donc, l'évaluation, ça doit être bien fait par des gens compétents qui ont l'intention d'aider et d'encadrer. Mais ce n'est pas ça qu'on a maintenant, puis ça me désole beaucoup. Et dans ce sens-là, je suis un peu millage là-dessus. Je réfère nos auditeurs à rentrer sur Google ou un autre moteur de recherche, l'Ordre des enseignants de l'Ontario, et aller directement au niveau des avis disciplinaires là, de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Ce qui fait que quand j'ai un organisme neutre qui est Ouais. au-dessus, qui n'est pas syndical, qui n'est pas patronal, qui n'est pas gouvernemental, mais qui est là justement pour gérer là, la qualité d'une profession, ben, on se retourne dans une situation tellement meilleure. Donc, il faut que ce soit Ben bien oui, fait. Et je suis toujours surpris parce qu'on est en éducation et Dieu sait s'il y en a des évaluations en éducation au niveau des élèves, tellement. d'avoir autant d'urticaire lorsqu'on parle d'une forme d'évaluation des activités professionnelles des enseignants. Donc, c'est bien fait. Je suis simplement tout à fait d'accord avec toi. L'autre élément, c'est que les directions d'école ont très peu de pouvoir dans le contexte actuel. Lorsque même après une évaluation, on a des attentes envers un enseignant qui pourrait être, entre autres, d'être beaucoup plus respectueux, d'arrêter de crier après les élèves, des choses comme ça, mais tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre ou de levier pour être en mesure de changer une situation. Donc, on pourra en Absolument. reparler. Parfait. Est-ce que tu as une étoile de la semaine à décerner cette semaine, Égide? Je l'ai décerné à la presse. Ça peut paraître bizarre, mais il y a eu une série de 3 reportages dans la presse là, durant cette fin de semaine-là de l'Action de grâce qui portaient sur la lecture. Et c'était vraiment, vraiment bien fait. Puis la lecture, j'en lisais un bout ce matin encore, la lecture dans un contexte aussi de numérique, de goût de la Ben lecture oui. numérique. Et cette question-là de la lecture, et des clubs de lecture, et qu'est-ce qu'on lit, c'est un sujet extrêmement important dans un contexte où tout est en évolution. L'autre élément, ça demeure toujours une des habiletés plus faibles chez les garçons que les filles, là, cette question-là de lecture. Donc, j'invite nos auditeurs, OK. téléspectateurs, à aller faire un tour. C'était bien fait. Et ça donne un bon tour de jardin. Et j'ai une étoile cette semaine aussi à décerner à Sébastien Tardif, qui est directeur général du Centre de services scolaires des Laurentides. Les gens ne le connaissent peut-être pas, évidemment, mais il y a eu une nouvelle rapportée par Valérie Leboeuf du 98.5 à la radio, à l'émission de Patrick Lagacé, qui parlait d'un fight club, donc un club de bataille organisé par des élèves de secondaire 1, secondaire 2, d'une des écoles secondaires de ce centre de services scolaires-là. Évidemment, c'est une nouvelle, je dirais, dramatique, grave, il faut régler ça, etc. Euh, Ce que j'ai aimé, la raison pour laquelle je donne mon étoile à M. Tardif, c'est qu'il a pris la parole, il a répondu aux questions de la journaliste, il s'est montré rassurant, crédible et zéro politique. Parce que c'est facile de dire oui, oui, mais vous savez, on va apporter les modifications de la bonne façon selon nos valeurs. Bon, les mots de politiciens, là, des fois, qui ne veulent rien dire. Et je l'ai trouvé très bon. Puis c'est important pour la population, principalement les parents de ce centre de service scolaire-là, mais la population en général, d'avoir des leaders visibles, autres que le ministre, autres que le représentant syndical, des leaders qui ont un pouvoir décisionnel, un pouvoir d'influence, venir expliquer à la population ce qu'ils vont faire, mais réalistement et clairement. Donc, bravo pour M. Tardif. Oui, puis surtout quand on est capable de sortir du cahier de charge habituel des spécialistes de la communication, l'enfant au cœur de nos préoccupations et des mesures ont déjà été prises Oui, pour c'est ça. corriger la situation, tu sais, la bouillotte habituelle, là, quand on est capable d'avoir quelque chose de clair, compréhensible pour les parents, que le niveau de langage a été vraiment ajusté et précis, c'est une valeur ajoutée. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche chaque école du Québec, les élèves à besoins particuliers. On parle de 23 des jeunes du primaire qui ont un plan d'intervention au public et 33 au secondaire. Donc, ça fait beaucoup d'élèves, sans parler de tous les autres élèves de la classe avec lesquels les enseignants doivent jongler. Alors, avec Égide, on va faire le point. Est-ce que le modèle d'inclusion actuel fonctionne encore en 2025 ou est-ce qu'on est en train d'étouffer le système? Égide, je te lance là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, bien, même au-delà de l'inclusion, ce qu'on observe présentement, c'est qu'on est rendu à un moment donné, il faut vraiment revoir, faire un portrait clair de la situation, puis revoir ce qui se passe. Je vais donner 2, 3 indicateurs là, qui sont au rouge ou au jaune-orange Ouais. présentement. Je mentionnais tout à l'heure qu'on avait 3700 jeunes en bris de service le printemps passé. Ça, c'est des jeunes non scolarisés ou mal scolarisés avec un handicap. Ça, c'est une lumière qui allume.
L'autre, je donne une autre indication. En 2001, j'avais 102 000 élèves avec un plan d'intervention, EHDAA. Je suis passé en 2014 à 200 000 et présentement, je suis rendu à 282 000. Et là, je vous rappelle que la population au Québec, la population scolaire n'a pas doublé, là. On se Non. retrouve toujours avec 1 million 100 000 élèves. Donc, il y a une explosion en termes de nombre. D'autres facteurs, puis je t'en donne un troisième. Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer? Puis je te dis, Carlo, là, ça fait 50 ans que je suis en adaptation scolaire. J'ai commencé comme éducateur spécialisé avec les jeunes lourdement handicapés en 1974. Mm. Et j'ai toujours resté au fait dans ce dossier-là. Je regarde une tendance qui est lourde depuis déjà plusieurs années. Je te donne un exemple. Taux de diplomation des élèves présentant une forme de handicap. Secteur francophone, c'est 50 secteur anglophone, c'est 67 ou 67. Donc, comment expliquer 17 points de pourcentage au niveau de la diplomation en secteur anglophone et francophone? On voit la même chose au niveau de l'abandon scolaire. Puis, juste pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, un plan d'intervention, je vais en parler pendant 60 secondes. Alors, un plan d'intervention, ce que c'est un document qui va être fait en équipe multidisciplinaire, donc l'enseignant, l'orthopédagogue, s'il y a une orthophoniste dans l'école, tant mieux, la direction d'école, les parents sont invités, l'élève aussi est là. Puis l'idée, c'est de mettre en place des mesures d'adaptation pour que l'élève puisse réussir. Mais on se rend là quand, en classe régulière, avec les enseignements habituels de l'équipe école, l'enfant n'est pas en mesure de réussir. Donc, là, on essaie des choses, ça ne fonctionne pas. On essaie autre chose, ça ne fonctionne pas plus. Là, on va mettre un plan d'intervention en place. Puis l'idée, moi, je l'aime, l'idée du plan d'intervention, en tout cas le concept. L'idée, c'est de dire, OK, bien, ce qu'on fait habituellement ne fonctionne pas avec cet élève-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Comment est-ce qu'on pourrait adapter? Puis dans les mesures d'adaptation, bien, on va avoir des fois le tiers du temps supplémentaire. Ça peut être l'utilisation pour les élèves qui ont des difficultés de lecture et d'écriture d'un ordinateur et de logiciels adaptés, comme le logiciel WorldQ et d'autres, pour les aider à contourner leurs troubles d'apprentissage comme la dyslexie et la dysorthographie et leur permettre d'exploiter, de montrer leur potentiel, leur capacité d'inventivité, de rédaction, de compréhension, d'analyse, de mémorisation, sans passer par le filtre de leur trouble d'apprentissage, par exemple. Mhm. Dans le cas des troubles de comportement ou des enjeux de comportement, bien là, ça peut être la présence d'un technicienne en éducation spécialisée, ça peut être de mettre l'élève devant dans la classe, ça peut être plein de mesures comme ça. Puis l'intention, elle est bonne. Parce qu'on permet à l'élève, ou on pense qu'on va permettre à l'élève de réussir comme ça. Puis je veux juste dire quelque chose aussi sur le système québécois, parce que souvent, dans les médias, on en parle de façon très négative de ces jeunes-là qui viennent alourdir le système, qui empêchent des fois même les autres de réussir. Ce qui est fondamental dans le système québécois, quand on le compare au système français, le système croit que ces jeunes-là peuvent réussir. Mais si votre enfant est dyslexique, puis vous allez en France, dans une école publique, le système ne croit pas que votre enfant va réussir. Il va le mettre dans une classe spéciale. Les ULIS, les CLIS, les SECPA, qui sont des classes spéciales, parce que le système est très élitiste, puis il dit non, on le met dans une classe à part, on ne veut pas nuire aux autres. Au Québec, on n'est pas comme ça, et c'est une excellente chose. Mais là, les chiffres que tu as mentionnés montrent une surcharge qui rend la tâche inhumaine pour les enseignants, en tout cas dans beaucoup de milieux. Si je peux compléter, on sait mieux. Puis de toute façon, je connais bien le système français, mais on est encore mieux de se comparer au système ontarien ou des systèmes nord-américains par rapport à ça. Et dans ce contexte-là, je vais te faire 2 ou 3 réflexions relativement simples. Toi, tu es directeur d'école secondaire, directeur adjoint, tu t'occupes de la première secondaire dans une école secondaire. Tu reçois 200 jeunes qui arrivent du primaire, qui arrivent dans une école secondaire. Il y en a une quarantaine qui ont vraiment des retards importants en compréhension de lecture. En clair, ils lisent comme des élèves de début de 5e année au niveau de la compréhension de lecture. Tu as le choix. Tu peux faire un plan d'intervention sur chacun des 40 jeunes qui sont dans cette situation-là, ou tu peux très bien offrir un service global en disant il va y avoir une forme d'enrichissement en lecture par rapport à des jeunes qui n'ont pas encore le niveau pour réussir au secondaire. Mais ce que j'ai besoin de faire, mes 40 plans d'intervention, j'ai 2, 3 gars qui sont toujours en train de s'accrocher au primaire, c'est le coup de pied et le coup de poing qui part, c'est des mèches courtes. Ouais. Je peux très bien, moi, comme psychologue, organiser une session ou des sessions sur comment mieux gérer sa colère et les conflits. Mais est-ce que j'ai besoin de faire un plan d'intervention pour chacun? Carlo, si tu enseignes en 3e secondaire, tu as 5 groupes. Dans chacun de tes groupes, tu as 40 de tes élèves qui ont un plan d'intervention. T'imagines-tu, tu essaieras de. C'est quoi la plus-value ou la valeur ajoutée ou à un moment donné, tu te retrouves dans une situation impossible. 33 Absolument, au secondaire, ça n'a absolument pas de bon sens. Donc, l'intention initiale, elle est bonne. Mais là, le volume qu'on a actuellement, de jusqu'à 250, 280 000 élèves dont tu parlais tout à l'heure, c'est un chiffre qui est astronomique. Puis, je ne peux pas m'empêcher, moi, d'ajouter à ça la formation initiale des enseignants qui n'est pas à la hauteur
Ben non. actuellement de l'accompagnement des élèves à besoins particuliers, entre autres ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Mais quand on a 30-40 000 enseignants non légalement qualifiés qui probablement connaissent absolument rien des troubles d'apprentissage ou même du TDAH ou de comment accompagner un jeune qui a un trouble de comportement, c'est un métier en soi. Mais si tu n'as pas du tout étudié là-dedans, À quelle est moins ta d'avoir compétence à accompagner à l'élève, moins là? d'avoir certaines habiletés personnelles que tu as développées dans un contexte autre, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Et là, on se retrouve dans un contexte où, et là, c'est structurel ce que je m'en vais te dire, je le répète encore, il faut que toutes les écoles se préoccupent de tous les jeunes, y compris les jeunes en difficulté. Donc, ça implique ça de toute manière que hors études, sport études, là, dans les écoles à projet particulier public, la question Mhm. des écoles privées, la question des écoles ordinaires, tu te ramasses avec une iniquité en termes de Ouais. tâches, même au niveau des enseignants. Moi, j'enseigne en sport, j'enseigne à l'école internationale, l'école publique. Mon nombre d'élèves en difficulté avec des grands retards de lecture, il va être très, très limité. On sélectionne. Donc, on a Ah oui. une forme de sélection, des fois, qui est moins grande au privé, d'ailleurs, que dans certaines écoles internationales publiques. Pour faire une histoire courte, la journée où on va avoir une proportion naturelle d'élèves en difficulté dans l'ensemble du réseau, un peu comme on observe en Ontario, déjà, ça va être un début. La deuxième chose, c'est que il faut vraiment repenser. Ça coûte une fortune, hein? C'est 3,7 milliards par année qu'on consacre aux élèves en difficulté. Et il va falloir qu'on revoie, et ça va être une bataille. C'est pas simplement une question de financement et une question de convention collective. Parce que la convention collective, présentement, là, dans les définitions des élèves en difficulté, ces élèves-là vont compter pour plus qu'un élève, avec même la possibilité de donner des primes là, de compensation aux enseignants quand ils ont plus d'élèves et moins de services dans leur classe. C'est à revoir au complet cette situation-là. Et moi, j'en suis pour une gestion locale au niveau de l'école. Donc, proportion naturelle Mhm. d'élèves en difficulté, l'argent rentre dans l'école, mais écoutez, 70 de mes élèves handicapés présentement, là, j'avais le chiffre ce matin, c'est des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble de langage. Il faut le faire, là, parce que les diagnostics ont explosé là-dessus. Ouais. Donc, Ouais. il y a une question de gérance locale, de faire un bon ménage au niveau de comment est-ce qu'on octroie les sommes, de les maintenir, les sommes, mais d'avoir quelque chose qui correspond davantage à la réalité des classes et du milieu comme tel. Ouais, ces jeunes-là, moi, je travaille avec les jeunes à besoins particuliers indirectement là, depuis 20 ans, entre autres avec des outils technologiques qui leur permettent de Mhm, mhm, réussir. mhm. Puis ces jeunes-là, puis tous les parents qui ont des enfants à besoins particuliers, par exemple un trouble d'apprentissage ou un TDAH, pour prendre ces exemples-là, et tous les enseignants qui côtoient ces jeunes-là savent à quel point ils sont extraordinaires. Puis j- pour moi, c'est tellement important de le mentionner encore et toujours. Il y a la difficulté du jeune, mais le jeune ne se définit pas par sa difficulté ou par ses défis. Il est en mesure, pour la plupart d'entre eux, de réussir, ou à tout le moins, on a le devoir, dans notre système d'éducation, de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Si l'élève a une déficience intellectuelle, il a aussi le droit d'atteindre son plein potentiel, qui va être différent, par exemple, d'un élève dyslexique ou d'un élève doué. Chacun a son plein potentiel. Puis le système doit D'accord avec toi. s'adapter. Puis notre système est tellement rigide. Tu parlais de la composition des classes, c'en est un excellent exemple. Est-ce que c'est la meilleure formule que d'avoir un seul prof, par exemple au primaire, un prof, 25-30 élèves pendant un an avec les spécialistes? Est-ce que cette formule-là, qui date d'il y a 40, 50, 60 ans, là, depuis toujours, est-ce que c'est la bonne formule pour tous les élèves? Doué ou pas doué, à besoin particulier ou pas à besoin particulier? Probablement pas. Mais on a un cadre syndical, on a même un cadre de bâtiment, hein? Tu sais, le concept de classe rigide avec des murs, Difficile. enlève la flexibilité d'accompagnement individualisé aussi. Le mot clé est flexibilité là-dedans. Si tu avais, Égide, une ou deux mesures à mettre en place dans les prochaines années pour réinventer ce système-là d'accompagnement aux élèves à besoins particuliers, pour leur permettre de réussir, qu'est-ce que tu mettrais en place? Probablement que les deux variables les plus importantes là, en termes de cible, là, c'est tout ce qui touche la question de l'apprentissage de la lecture, la question des comportements. Les comportements attendus d'un jeune de cet âge-là. Là, Ouais. donc, intervention dès le primaire. L'autre élément, là, ça va probablement grincer. J'ai certains jeunes capables de faire le primaire facilement en 5 ans. Ça, pas de problème. On fait des sauts de classe. La majorité des jeunes vont faire le primaire en 6 ans. Mais j'ai des Mhm. jeunes qui ont besoin de plus de temps. Ouais. Donc, il va falloir voir, est-ce que je les laisse passer très faible au secondaire ou est-ce que j'envisage d'avoir une 7e année, appelez-la comme vous voulez, qui est une année de consolidation des apprentissages au primaire. Et là, je passe des jeunes beaucoup plus forts. J'ai la même chose au cégep. Est-ce que je passe des jeunes avec vraiment des moyennes là, de 60-61%, sachant qu'ils n'ont pratiquement aucune chance de réussir au cégep, là, même après 2 ans après le délai prévu, ou est-ce que je fais une pré-collégiale? Donc, il va Mhm. falloir commencer à se poser des questions là-dessus. J'ai des jeunes qui ont besoin de plus de temps.
C'est intéressant ce bout-là. Puis on en revient à la notion de flexibilité, un système flexible pour l'élève. Il n'y a rien de mal à faire son primaire en 7 ans, ou à 7 ans avec la maternelle, en 8 ans, disons, avec la maternelle, ou de faire son secondaire en 6 ans, ou de faire son primaire en 5, 6 ans et le secondaire en 6. Évidemment, c'est complexe parce que c'est 1,1 million d'élèves. Donc, les adaptations individuelles, il y a une Mais limite à ce qu'on peut faire. Mais il me semble qu'on serait capable de mettre en place un regarde, système comme ça. je vais te donner une absurdité en complément là-dessus, là. Toi, tu es, le parent d'un enfant qui a doublé sa première année. Ça va? C'est pas vrai, là, c'est hypothétique. Mais rendu Ouais. en 5e année, ils vont l'obliger à passer au secondaire directement. Il ne fera jamais sa 6e. Pense à ça comme il faut, là. Ça, c'est des cas là, fréquents. Ah oui, absolument. Ah oui. Donc, c'est tellement blindé en disant c'est 6 ans le primaire que même si tu arrives en 5e année, tu as déjà doublé, tu passes en secondaire 1. Tu pourrais essayer ça, c'est pas mal. Les chances de succès sont Ah plutôt non, c'est une limitées dans ce absurdité, moi. concept-là. Écoute, je crie quand j'entends des choses comme ça. Moi, j'ajouterais, Égide, à ce que tu dis comme à part, puis on le voit déjà depuis 15 ans, 10 ans, la technologie permet à des centaines de milliers de jeunes de réussir, là où avant, ils étaient classés comme des jeunes pas intelligents, niaiseux, le paria de la classe. Là. Tu sais, on voyait beaucoup ça, des jeunes qui avaient des troubles d'apprentissage, donc c'était pas diagnostiqué, c'était pas connu, il avait l'air paresseux, il avait l'air pas intelligent, et finalement, étaient des décrocheurs. Ces jeunes-là, maintenant, grâce à un meilleur dépistage, Mhm. un meilleur accompagnement par Mhm. des professionnels qualifiés comme les orthopédagogues, les orthophonistes, et des meilleurs outils, comme une paire de lunettes pour la personne myope. Ben, je parlais tout à l'heure de l'ordinateur et le logiciel WorkQ, ou de l'outillage du temps supplémentaire, ou d'un accompagnateur, ou un outil de gestion du stress, ou peu importe. Ça permet à ces jeunes-là de réussir et d'aller à des niveaux supérieurs, ou à tout le moins d'aller plus vers leur plein potentiel, que ce soit avec des études supérieures ou pas. Dans un monde ultra technologique qu'on s'apprête tranquillement à connaître là, dans les 5-10 prochaines années, entre autres avec l'intelligence artificielle, c'est d'une évidence que ces outils-là, qui vont être développés rapidement dans les prochaines années, vont aussi permettre de mieux dépister, de mieux accompagner et de mieux outiller nos jeunes à besoins particuliers et tous les autres jeunes de la classe aussi. C'est officiel et de toute manière, tu as des choses aussi simples que moi, j'ai un grand gars de 5e année qui a un niveau de lecture de 3e année. Je veux augmenter son niveau de compréhension. J'utilise un tutorat supporté par Mhm. l'intelligence artificielle. Puis Ouais. surtout, je fais préparer des textes de niveau de compréhension de 3e année, puis j'augmente un niveau de difficulté graduellement. Et ça, c'est supervisé par un pédagogue là, patenté. Là. Donc, il y a toutes sortes de possibilités, mais là, la médecine, l'orthopédie, nomme-les, il y a une révolution numérique qui a un impact majeur. Fait que là, Absolument. il faut aller au-delà de dire, mon Dieu, l'intelligence artificielle, les jeunes trichent avec ça. Puis il faut aller au-delà du fait que, oh, mon Dieu, les réseaux sociaux, les jeunes ne lisent plus. Là. Il faut Ouais. vraiment aller chercher le potentiel qu'on peut aller chercher dans ces approches-là. Et pour wrap it up, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut aller au-delà d'ajouter de l'argent dans un budget. On ne peut pas continuer à faire la même chose de la même façon en s'attendant à des résultats différents, ce qui était, selon une citation attribuée à Einstein, la définition de la stupidité. On a la chance d'avoir un monde technologique qui offre un monde de possibilités, puis trouver la bonne adéquation humanité-technologie pour permettre à tous les élèves de réussir. Je vous bénis. Et Gilles Royer, merci beaucoup. Porte-toi bien. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WordQ, le logiciel qui aide des dizaines de milliers d'élèves à travers la francophonie chaque année à surmonter des difficultés d'écriture sans faire le travail à leur place. Découvrez WordQ sur nureka.co. Ingénieur, avocat, philosophe et créateur de contenu suivi par plus de 170 000 abonnés, Farnel Morisset s'est expliqué simplement des enjeux complexes. Et aujourd'hui, il devient notre ministre de l'Éducation d'un jour. Farnel, merci d'être là. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil de votre part. Écoute, Farnel, mon intro, pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, tu sais, tu es un avocat, un ingénieur, mais toi, quand tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu dis? Je dis généralement que je suis avocat en droit des affaires parce que c'est ça mon métier. Et si on parle dans un contexte de médias sociaux, je veux souvent dire que je suis quelqu'un qui parle dans son téléphone. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots encore. En tout cas, on n'a pas encore développé un vocabulaire autour des différentes façons de faire des médias sociaux. Alors, je préfère m'en garder à ça. Mais tous les termes sont bons tant qu'ils sont respectueux. Influenceur, créateur de contenu, est-ce que ça, tu trouves que ça représente un peu quand même ce que tu fais sur les réseaux?
C'est la difficulté que j'ai avec influenceur, créateur de contenu, c'est que c'est des termes qui sont tellement larges. Je veux dire, influencer, on essaie tous d'influencer les gens dans la vie. Le commis au dépanneur Ouais. qui t'offre un sac de chips avec ton Pepsi essaie de t'influencer, puis le premier ministre essaie de t'influencer. Créateur de contenu, je veux dire, si tu écris un livre, c'est du contenu. Alors, c'est des termes. J'ai pas de misère avec ces termes-là, c'est juste que je reconnais que les termes décrivent peut-être un peu moins bien la réalité. Puis Ouais. j'ai aussi souvent l'impression que décrire les gens par leur médium plutôt que par leur fond, ça donne une appréciation incomplète des gens. C'est un peu comme dire que Céline Galipo et Catherine Banas font la même chose parce qu'ils sont tous les deux téléviseuses. Alors, j'ai de la misère un peu avec ça, OK. mais c'est juste qu'on n'a pas encore développé le vocabulaire pour ça. Ah ouais. Les termes en tant que tels ne me dérangent pas. Moi, ce que j'aime des vidéos que j'ai vues de toi, puis je te le disais juste avant de commencer l'entrevue, j'aime parce que c'est intelligent, ça élève le niveau du débat aussi. On n'est pas dans la facilité puis dans le sensationnalisme. Donc, les gens qui veulent te découvrir, je les encourage à aller voir ce que tu fais parce que je trouve que c'est rafraîchissant d'intelligence. Souvent, tu expliques un peu l'actualité puis ce qui touche le quotidien politique ou historique des gens. Puis je trouve ça très fascinant. Bravo pour ce que tu fais. Ben, merci, mais je pense qu'on est tous des êtres intelligents, alors ça devrait aller de soi. C'est bon. Dis-moi, tu es ingénieur, avocat, tu as même une maîtrise en philosophie de la London School of Economics. J'ai le goût de te demander quel est le lien que tu as avec l'école. Est-ce que pour toi, une émotion positive? Puis j'ai tendance à penser que la réponse va être oui. Là. Quand on fait 3 diplômes comme ça, on doit aimer étudier. Oui, clairement, j'aime l'école. Clairement, les études, surtout les études supérieures, ça fonctionne très bien pour moi. Là-dessus, je suis peut-être juste chanceux d'avoir le genre d'esprit, de cerveau pour qui ça fonctionne très bien. Mais oui, moi, j'ai eu de mon plus jeune enfance des expériences très positives, majoritairement Ah à ouais, hein? l'école. L'école, pour moi, c'est quelque chose qui occupe une belle place dans ma vie. Et j'aimerais vraiment universaliser cette expérience-là parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. OK, bien, parlons-en de ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le premier ministre a vu ton CV. Il a dit, Colin, je pense qu'il n'y a pas personne de plus qualifié au Québec pour devenir ministre de l'Éducation. En tout cas, c'est un choix champ gauche, mais on va l'essayer. Il me semble qu'il y a des changements à apporter. Il t'appelle, il dit, Farnell, j'aimerais ça que tu deviennes mon ministre de l'Éducation. Et tu commences ce matin, tu arrives au bureau, il est 8h30, tes équipes, les journalistes, tout le monde attend de voir qu'est-ce que tu vas annoncer. Farnell Morisset, ministre de l'Éducation, quelle est votre première décision? Je pense que la chose la plus importante, c'est de valoriser l'éducation. Et ça, tout le monde dit ça, puis c'est un peu une phrase un peu qui devient presque vide. Alors pour moi, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire de valoriser l'éducation? Ça veut dire de lui donner une place importante dans l'esprit des gens. On devrait considérer le métier d'enseignant et de tous les autres métiers connectés un peu avec la même estime, sinon une estime supérieure qu'on considère les médecins, les avocats, les espèces de professions que généralement on considère sur des professions sérieuses. Ouais. Selon moi, les enseignants sont encore plus importants que ça. Et tout le personnel aussi. Puis, une des façons qu'on fait ça, je pense, c'est de décloisonner l'affaire éducative. Et je pense que dans les dernières années, peut-être les derniers 10 ans, on a eu tendance à vouloir dire à monsieur, madame, tout le monde, vous n'avez pas de place à l'école. L'école, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas de raison d'entrer là. L'école, ça appartient au gouvernement qui a une espèce de hiérarchie qui descend vers le bas et c'est pas de vos affaires. C'est très difficile valoriser une profession quand on dit aux gens de ne pas s'en mêler, que ça ne les regarde pas. Alors, je pense que la première chose que je ferais, je rétablis les commissions scolaires avec des commissionnaires élus. Il y a probablement une réforme à voir à dire, bon, ben, c'est quoi le rôle des commissionnaires, comment faire ça, parce que je reconnais qu'il y a eu des abus, il y a eu des choses qui étaient un peu ridicules. Il y avait aussi un désintérêt, hein, parce qu'en termes de taux de vote, Oui. pour élire les commissaires scolaires, je veux dire, des fois, c'était 2, 3, 4 Ça a augmenté quand ils les ont mis en même temps que les élections municipales, mais les gens ne savaient pas pourquoi ils votaient. C'était assez flou quand même, ce lien-là, comme tu dis, entre la population, le commissaire et son impact réel pour les enfants dans les milieux. Oui, ben, je pense que justement, l'idée de faire le jour de vote, une journée où on est déjà intéressé par les élections, c'est une chose. Mais je crois qu'une autre façon de le faire, c'est de cesser la prise de contrôle chaque fois qu'il y a un problème. Alors, chaque fois qu'il y a un problème dans les écoles, et c'est normal qu'il y ait des problèmes dans les écoles, c'est normal que comme tout système, c'est jamais totalement parfait. En tant que ministre de l'Éducation,
ça serait très politiquement difficile à faire. Je pense que j'en paierais les coûts, mais je dirais souvent, ça, c'est une question pour les commissionnaires, ça, c'est une question pour la commission scolaire. J'ai pas à mettre une commission scolaire en tutelle parce que la population n'est pas d'accord avec une décision qu'ils ont prise. C'est aux gens de Ok. s'en souvenir au moment des élections. Une Et grande responsabilisation du milieu. exactement. C'est normal qu'il y ait des taux de participation anémiques à des élections quand les gens ne croient pas que les élections ont une importance. C'est vrai. Et puis, quand le ministre de l'Éducation est toujours prêt à dire non, je vais utiliser mon pouvoir discrétionnaire pour invalider la décision qui a été prise par des gens élus, des gens qui sont supposés avoir une légitimité démocratique, Ouais. ben, le message que ça envoie à la population, c'est ces élections-là, c'est pas vraiment important, alors portez pas attention à ça, puis allez pas voter, puis c'est pas grave. Alors, une responsabilisation qui passe par un énorme courage politique de dire ça, c'est pas quelque chose qui relève de ma responsabilité, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité communautaire des gens qui ont fait le choix d'élire ces individus-là. Je comprends. Dis-moi, je trouve que ta proposition fait du sens, elle est bien expliquée. Elle va, je dirais, à 100% à contre-courant de ce qui se passe, comme tu le disais, depuis, on va parler depuis que la CAQ est là, parce que c'est eux qui ont aboli les commissions scolaires pour en faire des centres de services scolaires. Des centres de services scolaires qui n'ont plus de représentation dans la population. Par après, il y a une loi votée par, je ne sais plus si c'est le ministre Roberge ou le ministre Drainville, qui a enlevé aussi, en fait, qui a mis le ministre de l'Éducation comme à la fin ayant le droit même de remplacer les directeurs et les directrices de centres de services scolaires. Ouais. Plus que ça, un nouveau code d'éthique des enseignants et des enseignantes a été mis en place il y a 2 ans. Ce code d'éthique-là force les enseignants au silence, même quand ils voient des situations qui n'ont pas d'allure. Donc, au lieu de protéger le public, on protège l'employeur. C'est tout l'inverse de ce que tu racontes là. Et clairement, il me semble qu'il y a une voie qui est meilleure que l'autre. La transparence m'apparaît toujours un peu plus gagnante que l'opacité. Comment tu réussis en 2-3 phrases, tu réussiras à convaincre la population de dire, regardez, la direction qu'on a prise n'est pas la bonne, changeons-la pour telle raison. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Ben, je pense que ce serait simplement regarder les résultats de toutes ces décisions-là. On a centralisé énormément le pouvoir entre les mains du ministère et on n'a pas les résultats fondamentalement différents. Et dans plusieurs cas, on a des résultats qui sont, je dirais, plus choquants encore, malgré que tout le contrôle est entre les mains du ministère. Alors, la réponse, c'est pas la centralisation du pouvoir parce que le ministère n'a pas les ressources, n'a pas la capacité, puis je dirais avec la réalité politique, n'a pas nécessairement l'intérêt local nécessaire pour prendre les décisions nécessaires. OK, parfait. Grosse mesure à mettre en place. Quelle est ta prochaine mesure que tu aimerais annoncer comme ministre? Je crois qu'il faudrait aussi reconnaître dans l'ensemble de tous les services de programmes qu'on a pour les besoins spéciaux que les besoins spéciaux, c'est pas quelque chose, c'est pas un euphémisme pour dire les étudiants faibles, c'est une façon de parler de tous les élèves qui ont des besoins particuliers. Et ça, selon moi, ça inclut les élèves qui ont des besoins particuliers parce qu'ils sont peut-être un peu plus vite que la moyenne, peut-être un peu plus avancés que la moyenne, qui sont pas suffisamment stimulés par les programmes standards. Il faut trouver une façon de pouvoir leur donner les ressources qu'ils ont besoin à eux aussi, sans rien enlever aux ressources des étudiants qui sont peut-être plus en difficulté, plus vulnérables. Je ne sais pas exactement comment faire ça. Là-dessus, je me fierais beaucoup justement aux écoles, aux communautés locales. Chaque communauté va probablement avoir des réponses différentes et il va falloir avoir une ouverture à ça aussi, je pense. Je pense qu'un des freins à ça, c'est le one size fits all. Et c'est un frein pour tout le monde. Quand on essaie de faire la même chose avec tous les élèves, bien souvent, on ne permet pas aux élèves à besoin particulier. Par exemple, un élève dyslexique qui a un potentiel aussi grand que les autres, mais qui a une difficulté de lecture, bien, si on lui enseigne de la même façon, ses chances de progresser ne sont pas aussi bonnes. Mais si on enseigne de la même façon aussi aux élèves doués, bien, leur chance de progresser par rapport à leur propre potentiel n'est pas aussi bonne non plus. Oui, et puis c'est très difficile de faire ça parmi l'ensemble des autres contraintes monétaires, budgétaires, ressources. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi une valeur importante à dire tant aux élèves doués qu'aux élèves qui ont peut-être un peu plus de misère, que c'est important que tout le monde soit capable de travailler ensemble dans une société. Là, je pense que ça fait partie aussi du message de l'école. Alors, cet équilibre-là entre vouloir que tout le monde se sente dans une communauté où tout le monde doit se tenir ensemble, mais quand même reconnaître que les besoins de chacun ne sont pas les mêmes,
Ça, je me fie beaucoup aux enseignants, au personnel scolaire de tout genre qui sont là, qui comprennent leur réalité. C'est des professionnels, on devrait les respecter de cette façon-là. Je me fie beaucoup aux communautés, puis c'est pour ça que je pense que ça revient un peu à ma première mesure, qui est de ramener les élections, de valoriser cette chose-là pour que les communautés locales prennent conscience de leurs responsabilités envers leurs enfants. C'est quoi ta vision de la jeunesse d'aujourd'hui? Comment tu les trouves différents de toi quand tu étais jeune? C'est fondamentalement, tu disais au début, on a le même cerveau que 3000 ans. On a le même cerveau que 300 000 ans. Biologiquement, c'est la même chose. Alors, les jeunes, je pense pas, ont fondamentalement changé. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que nous, on était à l'époque. Ils existent dans un contexte différent. Puis ce contexte-là, c'est pas leur responsabilité. Ils l'ont pas choisi. C'est un contexte qu'on leur a donné. Je pense qu'il y a certainement aussi beaucoup de nostalgie quand on regarde les jeunes d'aujourd'hui. On s'imagine, nous, on se dit, ben oui, non, j'étais donc ben pas de même. Non, on l'était peut-être aussi. On a tous vécu l'expérience de retrouver des vieux photos, des vieux vidéos de nous à 12, 13, 14 ans, puis se trouver vraiment malaisant. Oui. Parce que c'est normal, on est en train de se découvrir, on est en train de se comprendre. Là où je pense qu'il y a une différence dans le contexte, c'est évidemment les médias sociaux. On ne peut pas passer à côté de ça. L'univers social qui existait quand moi j'avais 12 ans, c'était très, très petit. C'était peut-être. Il y avait mon école, j'ai eu la chance. Il y avait le quartier, il y avait l'école, il y avait tes voisins. C'était ça l'univers social. Et l'univers social, quand tu étais tout seul dans ta chambre, elle était fermée. C'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense que cette hyper-connectivité-là à un univers social qui est beaucoup, beaucoup plus large tend à affecter le contexte de la compréhension des individus, de leur individualisme, d'une façon qui, je pense, a des effets qu'on ne comprend pas encore complètement, mais qui est certainement très différent de la sphère beaucoup plus restreinte que moi j'avais quand j'étais à cet âge-là. OK. D'après toi, là, tu fais beaucoup de vidéos sur la politique, sur l'histoire, tu as une maîtrise en philosophie. C'est quoi le ou les plus grands défis que cette génération-là de jeunes qui a aujourd'hui 10, 12, 15 ans vont devoir relever dans les 20, 30 prochaines années? Les inéquités économiques. C'est drôle que je dise ça, mais selon moi, c'est la première chose. Ces jeunes-là, leurs grands-parents ont vécu dans une réalité où un salaire pouvait subvenir aux besoins d'une famille. Leurs parents ont vécu dans une réalité où 2 salaires t'achetaient une maison. Eux, ils vont vivre dans une réalité où probablement que 2 salaires, ça va être juste assez pour te payer ton loyer, puis une fois de temps en temps, peut-être quelque chose. Et pendant ce temps-là, les valeurs des multinationales explosent. Les profits de compagnies de technologie qui sont détenus par une poignée de main d'individus sont faramineux. Et nécessairement, ça va changer leur capacité de faire tout le reste. C'est très difficile de faire valoir ses droits quand on n'a pas les moyens de le faire. C'est très difficile de faire valoir son point de vue démocratique quand on se bat contre des multinationales qui ont, à toute fin pratique, des budgets infinis pour faire valoir leurs intérêts. Et d'influencer les gouvernements. Et d'influencer le gouvernement et d'influencer les électeurs aussi, de contrôler quel message va passer parce que c'est des gens qui ont une influence énorme sur les médias sociaux. Puis je le dis en tant qu'individu qui est très présent sur les médias sociaux. Je veux dire, il y a du bien et du mal là-dedans, il faut reconnaître les deux. Mais tant et aussi longtemps que l'écart de richesse continue à grandir, ça va être, je pense, l'enjeu critique principal de la génération qui s'en vient, comme ce l'est pour la nôtre aussi. Oui, ça commence à l'être absolument. Farnell, tu as été invité pour donner une conférence en fin de journée. Il y a 1000 élèves de, je sais pas, 8 à 16 ans dans le gymnase. C'est la dernière demi-heure de ton ministère de l'Éducation d'une journée. Puis là, à la fin, tu t'es dit, je vais les laisser avec une phrase puis faire un mic drop à la fin. C'est quoi cette phrase-là ou ces mots-là que tu leur dis avant de quitter, sans même leur dire bye après? Juste la phrase qui fait réfléchir. Hey, c'est une bonne question. Je pense que j'essaie de le réduire à une phrase. Là. Ce serait de tous leur dire que le monde qu'ils vont recevoir a été construit par des gens qui n'étaient pas meilleurs qu'eux, mais qui n'étaient pas pires qu'eux non plus.
Et c'est à eux, après ça, à le recevoir et à continuer à le bâtir. Farnell Morisset, ministre de l'Éducation d'un jour, merci beaucoup. Merci. C'est un bon exercice. Merci, j'apprécie. C'est souvent, sur le coup, on se dit « Ah, j'ai le goût de faire ça », puis on se rend compte « Hey, ça vient avec beaucoup de responsabilités, ça vient avec nos petites décisions pour avoir un gros impact », mais je pense que tu as relevé le défi. Merci beaucoup. Ben, merci, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine à l'école. Merci à Égide Royer pour sa vision de l'éducation pour les jeunes à besoins particuliers. On retient flexibilité, engagement, compétences pour bien accompagner ces jeunes-là. Technologie aussi. Merci à Farnell Morisset, notre ministre de l'Éducation d'un jour, d'avoir joué le jeu, d'avoir proposé ses politiques pour améliorer la situation. Merci à vous d'avoir été là encore cette semaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en à quelqu'un de votre entourage et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye tout le monde.